Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Enfant du cercle des nageurs de Marseille, il rejoint Aix-Natation à 20 ans. À 27 ans, le club lui confie les rênes de l'équipe Fagnon. Et après 19 ans à sa tête, il vient d'annoncer son retrait du banc aixois pour en devenir le directeur sportif. Il nous annonce ses successeurs, mais surtout tout ce qu'il a amené à être l'entraîneur qu'il est aujourd'hui. Dans cet épisode, on parle formation, nouvelles règles, Fédération française de natation, mais pas que. Un homme passionné qui a le water-polo chevillé au corps. Allez, c'est parti! Bonjour Alexandre, merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors déjà, je vais vous remercier de m'avoir invité. Et me concernant, Alexandre Don Simoni, actuel entraîneur du Pays d'Aix-Natation depuis 19 ans. Alors tu fais bien de le dire, actuel entraîneur, et donc cette semaine il y a eu une annonce comme quoi tu quittais tes fonctions d'entraîneur pour devenir manager toujours au PAN. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Pour des raisons personnelles et familiales et pour pouvoir passer un petit peu plus de temps avec mes enfants qui sont ma priorité. Très naturellement, j'ai pris la décision de passer la main et donc de poser le sifflet et le chrono pour prendre d'autres fonctions au sein du club. Qui va te succéder? Vous allez les premiers véritablement dans l'annonce complète, puisque Alexandre Collin, qui est mon adjoint depuis maintenant 8 saisons, va prendre la succession, mais il ne sera pas tout seul. Il y aura un duo d'entraîneurs et donc Enzo Katz, qui raccrochera le bonnet à la fin de la saison, prendra également des fonctions d'entraînement au sein du club et sera l'adjoint d'Alexandre Collin. Alors pour Enzo 4, c'est pas complètement une surprise en termes d'entraîneur, puisqu'il entraîne déjà les jeunes, je crois, au sein du PAN. Alors il entraînait les jeunes, puis après il a fait une petite pause pour bien se préparer pour Paris 2024. Cette année, il n'a pas pris de fonction d'entraînement. Il y a eu 6 mois de blessure, un petit peu d'entre-soi. Et puis là, maintenant, il a mûrement réfléchi. On a beaucoup discuté, échangé. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les effets d'annonce. Donc, je ne pense pas qu'il fasse de grandes déclarations. Mais effectivement, on le conservera au club dans des fonctions d'entraînement. Donc du coup, un peu double annonce, donc annonce de la retraite d'entraîneur, on va dire comme ça, mais bon, comme tout peut-être bon sportif maintenant qui se respecte, peut-être que tu sortiras de ta retraite dans quelques temps. Et donc annonce Enzo Katz qui raccroche le bonnet et qui prend des fonctions d'entraîneur au sein de l'équipe première du PAN. C'est bien ça? C'est ça. Frédéric, est-ce que tu veux attaquer une première question pour notre ami Alexandre? Salut Alex, par le biais du message que tu as diffusé sur les réseaux, donc tu prendrais un poste, donc corrige-moi si je me trompe, mais de directeur sportif, donc qui chapeauterait un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui concerne le polo au PAN, de la formation des entraîneurs jusqu'au peut-être au recrutement. Est-ce que c'est ça d'abord ton nouveau rôle et est-ce que tu peux nous en déterminer un peu les contours? Je vais avoir plusieurs missions. La première, effectivement, ça va être la direction sportive. On va, malgré la qualité de notre formation, puisqu'on a beaucoup de joueurs aujourd'hui en équipe première qui sont issus de notre formation. Nos résultats, puisque sur les 10 dernières années, on est le club le plus représenté sur les phases finales et le plus médaillé sur les catégories de jeunes. Malgré tout, il y a des choses à améliorer. On a eu aujourd'hui, quand on constate le boost de Monaco, on est obligé de se dire qu'il y a encore du travail à faire parce qu'ils font un travail vraiment très qualitatif. Et on a envie de monter en gamme, donc on va changer. Il va y avoir beaucoup plus de réunions pédagogiques, réunions techniques au sein d'une équipe qui va être un petit peu plus dense, de façon à améliorer la formation aixoise et continuer à insuffler des joueurs en équipe première. Est-ce que ce choix de la formation, alors je pense que c'est un process qui a été enclenché il y a un petit moment, mais est-ce que ce choix de la formation, il répond à des contraintes économiques où il a fallu réduire un peu la voilure et
Donc, parallèlement à ça, privilégier la formation. Est-ce que c'est une résultante de ça? Alors, il y a 2 choses. La 1re, c'est que, sur toutes les années, que j'ai pu faire, on a toujours, gardé à minima 3 places dans l'effectif pour les, enfants du club et même quand on est, allé en finale et qu'on allait en coupe d'Europe, on avait toujours, au moins, 3 personnes issues de la formation. Aujourd'hui, on en a un petit peu plus puisqu'on a 8 garçons, qui sont issus de la formation donc forcément, c'est aussi le résultat d'un travail, du Peut-être tu peux les citer, Alex? Oula, oui, il y en a beaucoup là. Aujourd'hui, on a Alexis Draé, les 2 Béteilles, qui sont, un petit peu plus, âgés et puis on a toute la jeune garde avec, Bress Fernandez, Scorletti, Aïssi, Gamara, El Bouik, Meran, ce sont des garçons, qui tournent. Aujourd'hui, on a le petit Moutet aussi qui pointe le bout de son nez. On a identifié, des garçons, sur les prochaines générations qui pourraient, intégrer, cette cellule-là et porter le bonnet du club. Moi, j'ai eu à peu près 200 joueurs, sous ma direction, on en a quasiment la moitié qui ont porté ce bonnet-là, qui sont issus du club. Donc, c'est malgré tout, un véritable ADN. Il est lié effectivement à un manque de moyens parce qu'on n'a jamais eu, mais vraiment même quand on avait des grands résultats, on n'a jamais eu de grands moyens. La réalité, c'est qu'on a quasiment, chaque année fait mieux que les moyens financiers qu'on avait. Peut-être à part, une année où j'estime que j'ai pas j les résultats correspondaient pas aux moyens qu'on avait insufflés. Donc ça fait partie de notre identité, on gardera ça, même si demain on arrive à développer le système, on gardera ça, de façon à continuer à avoir une identité club et cet ADN qui est très important pour nous. Tu viens de nous annoncer donc, on était au courant du départ de Mathieu Pesson, enfin de l'arrêt pardon, de Mathieu Pesson et du départ de Tayo Watanabe vers Barcelone. Le club, tu viens de nous annoncer donc, perdait aussi Enzo Katz qui est donc ces 3 pièces maîtresses quand même du dispositif, de ton équipe, plus toi. Comment tu vois la saison prochaine? C'est une saison de transition? C'est une saison, est-ce que tu as déjà des objectifs, pour l'année prochaine? Je sais qu'il y a encore une saison à finir donc, peut-être qu'il n'est pas encore temps de se projeter, mais, ça va faire quand même un sacré trou, dans l'effectif. Un étranger, ça se remplace? Parce qu'il y en a sur le marché. Par contre, 2 Français, c'est un peu plus compliqué. Alors déjà, on a consolidé une petite ossature des garçons qui sont déjà là, avec, Alexis, Mathias, Bachelier, Lucas Béteille. Slaven Kandic va, également rester au club. Il faut se rappeler qu'il a un statut de GIF, donc c'est, plutôt appréciable. Qu'on a joué la saison du coup, si on considère ce statut GIF avec, 3 étrangers. Ces 3 étrangers, seront, remplacés ou par des Français ou par des étrangers. On est en contact avec pas mal de joueurs. On a fait, une belle saison, on a une belle image. Les 2 Espagnols ne restent pas? On n'est pas encore certain, ils sont pas bloqués sur l'année prochaine. Donc, du coup, c'est assez ouvert. On avait l'intention d'en conserver, un de façon certaine et puis lui-même ne sait pas encore, il y a des paramètres, extérieurs qui l'empêchent de prendre des décisions. Mais les étrangers, c'est jamais très grave. Il y a toujours du monde sur le marché, on a malgré, des superpuissances économiques, beaucoup de clubs qui sont en difficulté. On voit, aujourd'hui OSC, Ortija, qui sont malgré tout des puissances qui sont en difficulté. Tous les ans, on va rencontrer, des clubs qui vont, baisser un petit peu la voilure, même s'il y a des nouveaux qui sont opérants. Nous, on a cette intelligence de gestion, je pense, depuis des années, ce qui nous a permis d'avoir, une certaine régularité et de jamais faire de folie. Aujourd'hui, on va pas faire de folie, il faut qu'on continue à éponger, la dette qui a été, contractée, par notre, ancienne, présidence et d'essayer, d'avancer. Fred le sait bien, à un moment quand on avait, véritablement la voix au chapitre, même au niveau européen, on avait, des top players mondiaux qui nous contactaient et qui voulaient nous rejoindre.
La place est belle, l'équipe est belle, le décorum est beau, mais nous, on garde les pieds sur terre. Et comme je disais, voilà, on a un vrai drop de niveau. Aujourd'hui, on voit bien que même avec des enfants, on arrive à avoir des résultats. Ce sont des résultats qu'il faut mettre dans le contexte du championnat français. Effectivement, au niveau européen, on va pas faire grand-chose. Et je rappelle que même Noisy et Tourcoing, quand ils avaient leur très belle armada, au niveau européen, on n'est pas allé chercher non plus des sésames extraordinaires. Sans dévoiler de secrets où tu me diras ce que tu peux dire et tu peux pas dire, tu parles d'une dette à rembourser vis-à-vis de l'ancienne présidence. Donc, je pense que tu fais référence à Virginie Dedieu. Moi, je me rappelle, parce que quand j'étais là, c'était Jean-Luc Armengol qui, avec lui, il n'y avait pas de dette. Et cette dette, j'allais dire, elle vient d'où et est-ce qu'elle peut mettre en péril les finances du club? Alors, elle ne peut plus mettre en péril les finances du club parce que, en fait, on a eu la mairie qui nous a accompagnés. Et puis surtout, on a notre nouveau président, Lionel Gamara, qui est d'une rigueur absolue et qui est allé chercher les 4 sections véritablement et qui met en place des conseils d'administration assez réguliers de façon à gérer. Et on est déjà sur la voie du redressement depuis 2 saisons. Donc les 2 dernières saisons, on a contribué à relever la tête et aujourd'hui, on est sur une très, très bonne voie. Je pense qu'il nous reste encore 1 ou 2 saisons un petit peu sur cette même voilure et ensuite on pourra passer peut-être une surmultipliée, oui. C'était ainsi, si je l'avais bien compris, il y avait une dette générale pour le club que le club décidait de faire supporter qu'au water-polo, c'est ça? Alors, il y avait une dette générale et le choix de la présidence de l'époque, c'était de dire, très bien puisque, le water-polo est quand même le principal pourvoyeur de cette dette et puis, l'appétence, de notre présidente, il n'était pas, trop pour le ballon rond. C'était de dire: «Bon, beh, très bien puisque le water-polo, ça va aller très vite, c'est vous qui avez le plus de salariés, bah, on vous fait un gros cut, vous retournez en N1 et puis, tout se passera bien, c'est pas grave». Ah, il y avait même la question d'un passage en N1 qui était évoquée? Oui, en fait, il y avait surtout l'identification que le water-polo n'était pas nécessaire, qu'il était optionnel et qu'en était un joli accessoire, du club, où, la figure de proue était la natation artistique. La réalité est tout autre, mais on ne perd pas de temps à convaincre des gens convaincus. Donc là, vous avez 2 ans, tu as dit que vous aviez 2 ans pour boucher ce trou et ensuite, donc avoir, j'allais dire, pas faire des folies, mais avoir une autonomie financière un peu supérieure à celle actuelle. On a 2 ans, mais aujourd'hui, on n'est pas sur, véritablement, un trou, abyssal, qu'il faut fermer. C'est juste aujourd'hui une gestion avec des limites, financières dans un budget qui est contrôlé. Rien d'aberrant, c'est juste, une intelligence de gestion financière par un professionnel de l'immobilier, donc qui est très, 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 très pointu sur ce genre de choses. Donc quand tu vois cette gestion-là, comme tu dis, très pointue, très professionnelle, ça a été quoi ta réaction, de technicien, d'entraîneur, de passionné de polo quand on nous a annoncé qu'en début de saison, il y avait 2 clubs qui étaient contraints de se retirer, un de disparaître et l'autre d'être rétrogradé? Justement, très certainement par le fait d'une gestion, pas super pointue, en tout cas pour un des 2. Comment tu réagis à ça? Parce que toi, tu as des on va parler de ça après, mais tu as des fonctions aussi au niveau, national par rapport à la fédération, puisque tu occupes ces fonctions-là. Donc, perdre 2 clubs pour toi, c'est quand même, enfin pour tous, c'est une comment tu as analysé un peu cette gabegie qui nous a amenés, à cette catastrophe? Je pense qu'il y a eu une course à l'armement, qui a été, qui est devenue déraisonnable, une espèce de volonté d'exposition en se disant que Paris 2024 allait être un tel spot qu'on allait sortir des lornières et qu'on allait devenir ultra populaire et que c'était incroyable et que ça allait brasser de l'argent. La réalité est tout autre et de temps en temps, je pense que l'ego peut nous nuire et il y a eu, une perte de contrôle, je pense de ces clubs-là.
Je pense que ça s'apprend aussi, c'est un apprentissage, la gestion. D'un seul coup, quand on se retrouve avec des milliers d'euros supplémentaires dans un laps de temps très court, on a du mal à bien le gérer. C'est comme un budget, demain familial, d'un seul coup, on a des gros revenus et on a tendance à dépenser. D'un seul coup, on ne sait plus, contrôler véritablement les choses prioritaires. Tous ces clubs-là, ils sont accompagnés par des experts comptables. Je pense qu'à un moment, ces experts comptables, s'ils font leur boulot, ils ont dû dire: «Eh attention, là, ça devient un petit peu chaud» et certaines personnes ont dû, ça reste de la supputation, ont dû se dire: «Non, mais c'est pas grave, ça va passer». Et finalement, c'est pas du tout passé, mais au-delà de c'est pas passé, c'est une responsabilité. Donc, en même temps, je suis déçu parce que j'aime tellement le water polo qu'on a besoin de tout le monde. Quand ces grands clubs, parce que ce sont des grands clubs, s'écroulent, c'est très compliqué et puis ça rend tout le monde triste parce qu'en fait, ça rend la crédibilité de notre championnat, vraiment, on devient défaillant. Et on a même des joueurs aujourd'hui, par exemple, Nico, Pau Garcia qui est à 7, qui va vraisemblablement signer à Barcelone également, mais également des joueurs que j'ai contactés me disent: «Non mais votre championnat à 8 équipes là, désolé mais nous ça nous intéresse pas, on va pas venir, on va pas progresser, on va faire, même pas 20 matchs, non ça merci au Donc tu des effets collatéraux. Est-ce que, par exemple, tu peux avoir toi aussi des partenaires à Aix qui étaient sur le point de signer et qui te disent, «Écoute, il y a plus que 7 matchs à la maison, les playoffs, le machin, il y a que 10 matchs de visibilité finalement, je décide de pas venir». Est-ce que vous avez craint ça un petit peu? Parce qu'effectivement, 8 clubs, ça fait peau de chagrin quand même. Comment tu as appréhendé ça? Il y a un rapport d'influence, il y a un rapport d'influence qui est inévitable. C'est-à-dire que nous, en fait, il faut comprendre ce qu'est notre métier. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui, sont persuadés que notre métier, ce n'est que la performance. Non. La réalité, c'est qu'on doit rendre un spectacle, performant, mais notre métier, c'est l'entertainment. Notre métier, c'est, socio-sportivement, on a accepté que, des mecs dans une piscine ou dans d'autres activités, mais notamment dans le water polo, soient payés pour faire un spectacle le samedi. Parce que c'est notre seul vrai métier. C'est qu'on est là pour, générer un spectacle. Quand ce spectacle, il a, heu, 7 représentations au lieu d'en avoir 10, forcément, l'impact, il est moins grand. Toi, tu assimiles le sport, on n'est pas dans du théâtre ou pour toi, oui, ou on n'est pas dans une représentation de théâtre? Le sport, ça reste quand même, dans le théâtre ou dans le cinéma, il y a pas d'esprit de compétition. Là, il y a quand même une compétition. Alors c'est mieux, je comprends l'entertainment, mais la performance est sous-jacente quand même parce qu'il faut, au final, il faut quand même gagner. Si tu présentes une belle représentation, mais tu perds tout le temps, tu sais très bien que ça va être quand même compliqué. Oui, mais c'est alors si on continue dans la comparaison, si vous allez, au Cirque du Soleil et que ce sont des athlètes qui vont s'entraîner, si vous allez au théâtre ou au cinéma, beh, la qualité de l'acteur et de la performance et on parle de performance quand ils établissent quelque chose, c'est la même chose. Vous allez chez Patrick Sébastien, ça va être la même chose. La réalité, c'est que, il y aura vraisemblablement moins de monde sur la N3, la N2, que sur l'élite et puis encore plus sur la Champions League. Parce que la qualité du spectacle, c'est, réaliser des choses que les autres ne peuvent pas faire. Donc, il y a une émotion qui est transmise. Aujourd'hui, on va voir un pré-jocage, c'est une performance. Ce sont des danseurs qui s'entraînent, toute l'année. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. En fait, après, c'est ma vision, elle est personnelle. Ouais, j'aime bien moi la notion de spectacle, je sais que j'en parle des fois de temps en temps, mais si on veut, effectivement, attirer du monde au water polo et dans le sport, en général, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, bien évidemment, sans comparer avec le foot, hein. Le foot, c'est vraiment à part, mais je pense que l'expérience, pour moi, l'expérience spectateur, même si, l'équipe, elle peut perdre, je vais le comparer avec un club, pas très loin de chez moi qui s'appelle, Fos-Provence Basket, qui ne fait que perdre, là, qui est en Pro B, en basket. Mais ils amènent, quelque chose autour et des valeurs, et cetera et les partenaires pour l'instant suivent parce que, justement, il y a ce côté spectacle, ce côté, un partenaire maintenant quand il vient dans un club, il vient pour faire du business, il s'en fout de la visibilité. Donc, c'est pas ça qui, je pense, impacte le plus, même si, de dire, ben, à un moment où je vais rencontrer peut-être des prospects, où je vais avoir de la visibilité, je vais en avoir un peu moins. Mais, enfin, je viens pas pour ça, je viens pour une ambiance, je viens pour, la rencontre humaine aussi
Et tout ça, c'est primordial. Et je pense qu'il ne faut pas forcément, alors c'est peut-être pas ton but, hein, Fred, bien évidemment, mais il faut pas je pense que c'est bien de le garder ensemble si on veut vraiment passer un step et aller plus loin aussi dans le développement de notre sport. Si je peux me permettre, c'est sur le Super Bowl, le pic absolu d'audience, c'est la mi-temps. On a une excuse qui est le sportif, avec un show au milieu qui est le pic d'audience mondiale d'événements à travers la planète. Et ça, le 100 mètres d'athlétisme, ce sont les 2 plus grands moments, et la finale de foot à la Coupe du Monde, ce sont les 3 plus grands moments. Et il y en a un qui correspond à un show au milieu d'un sport. D'ailleurs, donc pour corroborer ça, je me rappelle, moi, quand on jouait, parce qu'on a joué ensemble à Aix, hein, Alex, quand on jouait, on avait les gars qui faisaient le tour des facs pour pouvoir remplir les gradins en proposant des flyers. Donc, à l'époque, on avait une piscine qui était déjà pleine, mais qui était pleine plus ou moins d'étudiants, de copains, de joueurs, de synchro, de tout ça. Il n'y avait pas de partenaire à l'époque. C'était que des étudiants. Et puis, Bernard Porta, je ne sais pas s'il a été seul à faire ça, mais je salue quand même l'immense travail qui a été fait par Bernard, a réussi au fur et à mesure à fidéliser 1, puis 2, puis 10, puis 50. Et donc, le fameux club partenaire, qui, au-delà d'amener des ressources supplémentaires, mais c'est quand même important, a installé le club dans la ville, lui a offert une visibilité. C'est vrai que Aix a été précurseur là-dessus et continue à être précurseur parce que les émissions, la qualité des diffusions qui sont faites avec le plateau avant, le plateau après, je trouve que ça, c'est super. Et effectivement, là, je te rejoins un petit peu dans le côté spectacle, mais qui est nécessaire pour le développement de ta discipline. Oui, aujourd'hui, le cahier des charges des diffusions, je pense qu'on l'a pris à l'envers. On a voulu faire des diffusions sans mettre en place une qualité. Aujourd'hui, quand tu vends un produit, tu le vends mal, en fait, tu dévalues le produit. Nous, ce qu'on a fait depuis des années, c'est essayer de valoriser le spectacle. On était encore 5e, 6e, même moins que ça, même quand on était en N1, on arrivait à remplir la piscine. Ça fait plus de 10 ans qu'on est la meilleure organisation des spectacles événementiels de water-polo. Aujourd'hui, si on veut regarder dans son salon tranquillement un match de water-polo en qualité, ça va être les matchs du Pays d'Aix-Natation, sans offense à qui que ce soit. Marseille a fait un gros pas en avant. Strasbourg, sur le moment, fait très bien. La diffusion est parfois pas toujours aussi qualitative, parce qu'on a quand même énormément de caméras, on est en 4K, on a, comme dit, on a un plateau de production. C'est pour ça qu'aussi on est connu aujourd'hui sur la scène européenne, parce que les gens qui veulent regarder le championnat français, ils sont sûrs, en regardant nos matchs, qu'ils vont avoir des matchs de qualité au rendez-vous, au moins en qualité de diffusion, et c'est important. Sans dévoiler de secret, c'est un coup, on avait parlé avec Christophe, parce que j'étais resté là-dessus, moi, de 2 000 € le match, un truc comme ça. Est-ce que c'est ça à peu près ou pas? Oui, on est entre 2 000 et 2 500 €. En fait, ça dépend. Après, c'est-à-dire qu'on va avoir la diffusion, et puis des fois, on va réussir à mettre en place des packages. Et effectivement, qu'on va vendre 7 matchs au lieu d'en vendre 10, alors du coup, on va moins payer, mais on va plus payer le match. Parce que le package de service est moins répétitif. Du coup, le 7 plus 3 gratuit au supermarché, c'est pas le même. Voilà. Alors, je sais que les finances sont tendues un peu partout, mais sur une saison à 8-10 matchs à la maison, c'est 20-25 000 €. À peu près, ouais. Donc, à peu près le Mais c'est aussi notre choix. C'est-à-dire que c'est vrai que cet argent, on peut l'utiliser pour essayer de mieux recruter. Comme c'est le cas dans la formation, en fait, il y a beaucoup de clubs qui disent, voilà, j'ai mis dans mes étrangers à l'instant T, mais en fait, c'est creuser pour avoir un petit peu de pétrole pour pouvoir après avancer plus loin et plus longtemps. Nous, on a décidé qu'on dépensait énormément dans la formation, parce que la formation, ça coûte extrêmement cher. On est présent dans toutes les catégories nationales, et puis en plus, toujours dans le Final Four de chaque catégorie. Faut payer des entraîneurs. Il y a une subvention invisible sur les espaces et sur les créneaux. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on peut mettre directement dans une équipe première, avec un résultat peut-être un petit peu immédiat. Mais ça, on est sûr, en tout cas, de ne pas aller très loin si on fait ce genre de choses. Ouais, c'est ce que je reviens à ce que je te disais. Il y a toujours un effet, j'allais dire positif, même à une mauvaise nouvelle. Et je pense que l'arrêt de Noisier de Tourcoing, peut-être l'arrêt de Reims,
va faire comprendre quand même au club qu'effectivement, la formation, tu as dit, c'est un coût, mais c'est un investissement. C'est pas un coût immédiat, c'est un investissement. Et il faudra en passer par là parce qu'on a besoin d'abord de réinitialiser, j'allais dire, le vivier français qui s'est un peu tari quand même avec les années et d'avoir des équipes pérennes, parce que ça coûte peut-être un peu d'argent, mais ça coûte moins cher qu'un étranger que tu payes, un peu n'importe comment. Non, non, mais c'est bien ce que Aix fait depuis des années, au niveau de la formation, puis au niveau de tout, hein, d'ailleurs, hein. C'est un club qui est à suivre, en termes d'image, en termes de qualité de diffusion, en termes de formation. Tu dis que vous êtes présent dans toutes les catégories nationales et dans le Final Four de toutes les catégories. Chapeau, c'est un travail de longue haleine, mais qui porte ses fruits. Oui, merci. C'est quelque chose que j'avais, beaucoup initié. Alors il y avait eu, Bernard, Baucher au club, qui avait, lancé un petit peu, la formation et puis, moi j'ai pris une, jeune catégorie. J'étais jeune entraîneur, j'avais 20 ans et j'ai lancé des jeunes, en toute petite catégorie, en U9 et puis, 6 ans après, on était champion de France contre Nice d'ailleurs, avec Vincent Denardi qui coachait et puis on avait, notre cher, Armand Michaelian qui coachait, Marseille. On avait eu une demi-finale contre Marseille. Assez incroyable, on avait gagné 23-1. Puis c'était les premiers, les Monneray, les Colino, donc Sébastien Monneray qu'on sait qui a été le premier Aixois à rejoindre, les A, en tout cas de cette et ça a lancé la formation. Derrière, aujourd'hui, on a une vingtaine de médailles au niveau national chez les catégories jeunes et celle-ci, c'était pas la première, mais c'était le premier titre. C'était la 2e médaille puisque l'année d'avant, on avait réussi à avoir une médaille également en U15 et puis derrière, ça a continué et maintenant, on est extrêmement présent, partout. On a lancé quelque chose. Moi, j'avais une vision un peu folle et j'ai transposé cette vision, à l'équipe première également, quand on m'a donné les rênes à 27 ans et Christophe, ici présent est très, très bien placé pour ça. Comment ça s'est passé, Alex? Ça t'était moi, je me rappelle de toi, gamin, mais est-ce que cette vocation d'entraîner, elle est apparue quand chez toi? Dès le début? Est-ce que c'est une opportunité, l'occasion qu'a fait le larron ou comment ça s'est manifesté? Alors, il y a eu plusieurs choses. Je pense qu'il y a eu un alignement un petit peu des planètes. La première des choses, c'est que moi, j'étais en STAPS et puis, moi, j'ai une histoire de vie un petit peu compliquée et j'avais pas de revenus puisque j'avais pas de parents, qui, véritablement qui étaient derrière moi puisque je viens de l'aide sociale à l'enfance. J'ai eu la chance malgré tout de rencontrer une famille extraordinaire qui aujourd'hui, continue à m'accompagner. Mais à ce moment-là, j'étais un petit peu en rupture et j'étais, ma seule source de revenus et le club m'a proposé de mettre en place des projets et donc j'ai accompagné des jeunes. J'étais un peu fou, un peu féru, issu du cercle des nageurs de Marseille et avec cette vision de l'exigence et de l'excellence et j'ai transposé un peu, tu sais, cet apprentissage que j'avais eu, au cercle des nageurs, que je salue parce que j'ai eu des Hervé Richard. C'est lui qui m'a fait venir, c'était mon premier entraîneur, il était entraîneur d'Aix à l'époque. Puis j'ai eu Michel Hidou qui est passé aussi, par Aix, qui a fait un épisode, tu sais, qui a fait une grande partie de ma formation et tout ça avec l'accompagnement de Paul Leccia qui a été, comme un parrain pour moi, puisqu'il m'a beaucoup accompagné, même si je sais que je lui ai cassé un petit peu les pieds, par la suite avec nos résultats. Mais, j'ai transposé en fait, une culture, et j'ai essayé de la faire mienne, en créant quelque chose et j'avais des résultats chez les jeunes. On avait un entraîneur hongrois qui nous a fait, on avait des résultats qui étaient catastrophiques. On avait fait le drop de l'élite à la AENA et normalement, tu es censé être, parmi les favoris et puis on avait fini 7e de N1. Donc il y a une proposition, qui a été il y a un putsch qui a été mis en place et derrière, il y a eu un appel d'offres. Moi, je me suis présenté, j'avais 27 ans, rien ne me prédestinait à prendre l'équipe. On avait un nouveau Tu jouais plus là, Alex, tu jouais plus? je jouais encore. J'ai jamais été un très grand joueur, j'étais un besogneux. Cette besogne et cet amour du travail qui, je pense, a posé les jalons de mon travail et de mon évolution. Parce que, et puis j'ai eu la chance de côtoyer, des grands entraîneurs
quand j'étais au cercle, j'ai vu des choses et puis j'ai côtoyé aussi des joueurs. Et puis cette culture du cercle, elle vous marque. Elle vous marque véritablement au fer rouge. Et puis, je suis quelqu'un d'assez résilient dans la vie, donc je me suis dit, si tu bosses plus que les autres, tu peux y arriver. Il m'a fallu du temps. J'ai pris le temps de faire les choses, mais il y a eu un conseil. Et puis, Rayom avait un droit de veto à l'époque, donc j'ai pas été choisi. Et Rayom a dit, ça sera lui. Et en fait, Rayom, c'est quelqu'un qui vient, comme moi, de l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, il s'est dit, nous autres, les pupilles de la nation, on a quelque chose, une combativité. Et, il m'a choisi, il m'a chopé dans le bureau, il m'a dit, je t'ai choisi, me déçois pas, sinon ça se passera pas bien pour toi. Et ceux qui étaient contre moi, certains anciens m'ont dit, te manque pas parce que nous, on va pas te manquer. Bernard Rayom, le premier président. Le premier président. Et puis finalement, voilà, 19 ans sans discontinuer. C'était pas le premier président, il y avait Bernard Rouby avant. Il y avait Bernard Rouby, mais c'est le premier président de mes fonctions d'entraîneur. Et c'est lui qui m'a choisi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je connais Bernard Rouby bien. Donc je sais qu'il a été président, mais Bernard Rayom, premier président de l'ère Alex. Voilà. Effectivement, bon, juste Alex, tu l'as dit, bon, tu as fait beaucoup t'as 19 ans à la tête du PAN, mais juste, peut-être, tu en as un petit peu, là, tu l'as abordé brièvement, mais juste revenir quand même aussi sur ta carrière de joueur. Donc, à quel âge tu as commencé le water polo? Donc, tu as commencé au cercle, tout ça, mais si tu peux nous retracer juste brièvement ton parcours de joueur aussi. Alors, moi, j'avais dans la famille dans laquelle j'ai grandi, ils étaient tous membres du cercle des nageurs de Marseille. Et donc, ça a été une vraie chance. J'avais celui qui est mon grand-père aujourd'hui dans mon esprit, même s'il n'est plus là. Il m'amenait régulièrement au cercle des nageurs. Et un jour, j'étais pas très bon au sport. J'étais un peu gauche. Et il m'a dit, viens, on essaie le water polo. Et j'avais pas réussi les tests. Et comme c'était une figure un peu du cercle, il a un peu insisté auprès de Hervé Richard. Et j'ai intégré la catégorie U10. Enfin, c'était les poussins à l'époque. Mais par contre, j'étais comme j'ai dit, un besogneux. Et en fait, toute ma catégorie avait été surclassée l'année d'après. Et moi, j'étais resté avec Hervé, que je salue parce qu'il a été vraiment déterminant dans mon parcours. Et moi, je m'entraînais même le dimanche. Moi, je venais et je nageais comme un malade. Ce qui fait que je n'étais pas très technique, pas très bon. Mais par contre, je suis devenu l'un des meilleurs nageurs du championnat. Et j'avais une très grande capacité de déplacement. On plaisantait souvent puisque à l'époque, j'avais battu un petit peu tout le monde. J'avais gagné le 50 mètres du cercle des nageurs junior. J'avais battu les nageurs, j'avais battu les pololistes, j'avais battu Fred Audon. Enfin, on avait fait toute une histoire, tout simplement parce que j'étais un bosseur. Je voyais que je n'avais pas ma place. Alors, j'ai fait toutes mes gammes au cercle. On a gagné une dizaine de titres de champion de France jeunes. J'ai fait des sélections France sans jamais pouvoir être retenu véritablement sur les sélections finales. Ça a toujours été un petit peu une déception, mais je me suis accroché. Et à 19 ans, Hervé Richard, qui était l'entraîneur de la N2, donc 3e division d'Aix-en-Provence, venait de monter. Donc, il y avait les N1A, N1B, donc ils étaient en N1B. Et il a contacté une petite flopée de jeunes joueurs, dont moi. Et puis, pour la modique, pour des sommes tout à fait ridicules, mais pour la passion du sport, Hervé Richard venait nous chercher à Marseille avec d'autres. Et on montait à Aix-en-Provence le soir. Et on a fait quelque chose d'assez rare et assez extraordinaire. Je ne crois pas que ça a été reproduit. Le club qui est monté de N2 la première année et a fini aux places des playoffs et on est monté en élite dès la première année. C'est-à-dire qu'on a fait N2, N1B, N1A. Et je ne crois pas qu'un promu de N2 ait fait aussi bien. Derrière, Hervé s'est fait licencier avec des désaccords avec des dirigeants. Et puis le club a toujours fait le yo-yo entre la N1A et donc l'élite et la N1, si on transpose à la hiérarchie actuelle.
Et quand j'ai pris l'équipe, on est monté progressivement et maintenant ça fait 16 ans sans discontinuer qu'on est en élite et ça fait 9 ans qu'on est dans le top 5. Et je me rappelle très bien de cet épisode d'Hervé, puisque Hervé, moi, j'étais parti du cercle, il m'avait fait venir à Aix. Donc, c'est les fameux 2 saisons où on a joué ensemble, où on avait obtenu la montée en gagnant Aix-les-Bains, ce qu'on n'avait jamais fait avant. On avait réussi à se maintenir. Donc, Hervé, avec un minimum, je lui tire mon chapeau aussi, au-delà du fait que ça soit un très, très bon ami, mais avec un minimum de moyens, il arrivait à faire des choses, une montée en élite, un maintien en élite. Et je trouve que la façon dont les choses s'étaient terminées pour lui n'avait pas été, j'allais dire correcte ou en tout cas juste. Moi, quand on m'a annoncé qu'Hervé était débarqué, je suis parti du club. J'avais pas l'intention de continuer. Il m'a fait venir, il partait, s'il était parti de lui-même, ça aurait changé la donne, mais ouais, j'avais pas trouvé ça super. Et je me rappelle très bien de cette période. Je me rappelle très bien aussi de ton arrivée, des séries. Je confirme que tu nageais bien, que tu étais bien chiant dans les séries. Et puis, bah, quand je vois cet ex-là et l'ex qui a été jusqu'en quand même finale du championnat, faut quand même pas l'oublier, on va y venir, mais que de chemin parcouru, que ça soit le club, toi, les joueurs, enfin le club a pris une dimension quand même énorme, les coupes d'Europe régulières, etc. C'est chapeau pour le boulot fait. Merci. Ouais. Non, mais le club, je pense qu'une des forces du club, ça a été de construire progressivement, en fait. De se construire progressivement et aussi, un peu comme l'a fait Alex, hein, c'est-à-dire que aussi, je pense qu'il est à l'image du club et à l'image aussi de sa personnalité, qui est quand même une personnalité assez forte pour ceux qui le connaîtraient pas trop, mais qui, voilà, en fait, a dit, voilà, moi je m'engage là-dessus. Moi je me souviens quand il a présenté son projet en disant, dans 3 ans ou 3 ou 4 ans, c'était, on sera en élite. Il n'avait pas beaucoup d'adhésion derrière lui. Moi-même, j'étais partagé. Je lui avais dit, on en avait discuté longuement ensemble à cette époque-là, parce que et j'en suis toujours convaincu, hein, de passer de joueur directement avec ses copains et de devenir entraîneur, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et il a su le faire. Et bravo à lui là-dessus. Et puis, sa longévité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs au sein du championnat ces dernières années qui ont une si grande longévité au sein du même club. Puis, en fait, maintenant, on va dire presque plus que le cercle, même si c'est le cercle qui l'a formé, mais c'est plus un enfant d'Aix. Je pense, Alex, c'est plus un enfant d'Aix-en-Provence maintenant qu'un enfant du cercle, parce que il a fini sa carrière de joueur donc de 20 à 27 ans. Et ensuite, 19 ans en tant qu'entraîneur, surtout d'abord en tant qu'entraîneur de jeunes, hein, aussi, et il a su montrer son savoir-faire. Et je pense qu'aussi, une de ses plus grandes forces, il a évoqué, hein, même en toute humilité, malgré tout, c'est le travail. En fait, il a énormément travaillé pour en être là, et que ça, on peut aussi lui tirer notre chapeau là-dessus, parce que c'est la preuve que le travail, s'il est bien fait et qu'on se donne les moyens, on peut y arriver. Et c'est toujours bien presque de prendre un peu en exemple. Je pense que ça peut être intéressant. Alex, au cours des 19 années, pardon, est-ce que tu as eu des moments enfin, je suis sûr que oui, mais des moments où ça a tangué, des moments de questionnement, des moments de savoir si tu allais continuer, des moments où on t'a un peu savonné la planche pour se dire que 15 ans, 16 ans, 17 ans, ça commence à bien faire, le Don Simoni. Est-ce que tu as eu ces moments-là inévitables dans la carrière d'un coach? Alors, il y a eu, ça a été multifactoriel aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu, ça a été extrinsèque et intrinsèque. J'ai eu des attaques de l'extérieur, des tentatives de putsch. J'en ai vécu, je crois 3 ou 4. Certaines même de dirigeants du club. Il y a eu à un moment des montées de dirigeants du club qui voulaient plus voir ma tête. Je les comprends, des fois, je veux plus me voir moi-même. Non, mais c'est parce qu'effectivement, j'ai un caractère, je suis un peu clivant, non conventionnel. Je me base sur mon travail. Je suis tellement exigeant que j'en deviens des fois chiant. Ouais, on confondait en fait derrière aussi la confiance que j'avais développée, la confiance en mon travail, en mon système, avec de l'arrogance. Ce que je peux comprendre, mais en fait, je fais les choses pour moi et pour mon équipe et par amour du club.
l'avis des gens, des fois, je m'en contrefiche un peu et je leur faisais bien sentir. Et puis, comme j'étais en position de force, en plus, j'avais tendance un petit peu à appuyer là où ça leur faisait mal. Donc, c'était pas très élégant, mais ça m'amusait. Voilà, au moins, je me faisais payer comme ça, on va dire. Et puis après, des fois, il y a des ras-le-bol, tout simplement, parce que le management de haut niveau, c'est épuisant. C'est vraiment difficile. Le plus dur, et c'est que il faut renouveler les effectifs. Il n'y a aucune entreprise au monde qui arrive et à la fin de la saison, elle dit tu changes 50 à 80% de ton effectif et l'année prochaine, il faut que tu sois performant. C'est pas possible, en fait. Et donc, je pense qu'il faut un management à toute épreuve. Et je pense que j'ai été bon là-dedans, très simplement, très humblement, j'ai été bon, mais des fois, j'en ai eu marre. J'ai eu l'opportunité pour ceux qui suivaient un peu, tout à l'heure, on plaisantait off, un peu sur le poker, de faire une carrière de semi-pro. J'ai eu des propositions de partenariat pour arrêter, pour me lancer dans le poker. Mais j'aime profondément mon métier. Chaque fois que j'ai failli basculer, j'ai eu le concours de Gaëtan Ledest, qui est notre directeur et qui est un être extraordinaire, qui m'a rattrapé par le collet. Puis finalement, j'ai duré. Et aujourd'hui, le choix d'arrêter, c'est pas un choix de colère, c'est pas un choix de fatigue, c'est pas un choix de dépit, c'est un choix d'affect. Tu as parlé de la pierre angulaire. Toi, tu es la pierre angulaire qui prend un petit peu la lumière. Mais je voulais revenir sur le rôle de Gaëtan Ledest, que des gens ne connaissent pas dans le monde du polo, certainement, mais qui, lui, est la pierre angulaire du côté de l'ombre, j'allais dire, mais sans qui tout le projet, on a parlé de Bernard Porta, on a parlé de Bernard Ayoub, les différents présidents, Jean-Luc Armengol, et le président actuel, mais Gaëtan Ledest, dans l'ombre, fait un boulot titanesque pour stabiliser, solidifier le club. Tu peux nous en dire un mot? Alors Gaëtan, ça a été d'abord, il a été joueur avec nous, avec son petit caractère bien trempé aussi. Puis ça a été mon adjoint sur les équipes de jeunes. Et puis ensuite, c'est devenu mon directeur. J'ai un grand respect pour lui parce que lui, il a pas les paillettes, un petit peu les strass qui de temps en temps peuvent faire du bien et un peu glorifier. Il ramasse. Lui, c'est les écuries d'OGA. Lui, c'est tous les jours. Il faut qu'il nettoie là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça s'arrête jamais. Et c'est herculéen, hein, c'est extraordinaire. S'il n'était pas là, en fait, on parlerait pas d'Alexandre Simon. C'est une réalité. On parlerait pas du PAN. On parlerait pas, mais toutes sections confondues, parce que évidemment qu'il est issu du monde du water-polo, mais il met en place une politique qui concerne toutes les sections, mais également une école de nage. On a 1900 adhérents au club. C'est une machine de guerre. Lui, il compte pas ses heures. Si je donnais son salaire, les gens ils se pendraient à la file. C'est une personne extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Gaëtan, et les gens se rendent pas compte à quel point c'est l'insufflateur et l'électrocardiogramme du PAN. Non, c'est pour ça que je voulais pas qu'on fasse un sujet sur toi sans évoquer Gaëtan, qui est un personnage indispensable dans l'histoire et dans le parcours du club. Alex, tu occupes d'autres fonctions en parallèle, donc où tu en as occupé aussi, on l'évoquait tout à l'heure un peu, au niveau fédéral. Ces derniers temps, donc on a évoqué, hein, il y a eu on va dire qu'il y a un avant et un après Paris 2024. L'après Paris 2024 nous pose beaucoup de questions, parce qu'on l'a vu à travers déjà notre championnat, donc 2 équipes qui l'ont quitté, peut-être une 3e qui s'apprête à le faire, mais bon, rien n'est encore joué. Tu as donc entraîné au niveau de la fédération en jeunes. Là, tu as été appelé en tant qu'assistant aussi, donc de l'entraîneur principal, qui peut-être, soit tu veux nous en toucher un mot ou pas, qui peut-être se destine à d'autres fonctions. Voilà, quel est ton bilan un petit peu de ça et quel est l'avenir? Alors d'abord, quand j'étais tout jeune entraîneur, quand j'ai pris mes fonctions à Aix, j'ai d'abord Christian Farjas, sous l'impulsion de Dominique Delon, qui m'a convié sur les équipes de France de jeunes. J'étais tout jeune entraîneur, parce que je fonctionnais bien sur les jeunes. Comme j'ai dit, j'avais construit
cette formation et ce titre national où le petit Aix-en-Provence qui remporte un titre national, c'était une première, donc ça a interpellé. Je me suis investi pendant des années. J'ai eu la chance d'avoir Philippe Vial m'avait confié, qui est encore toujours cadre technique. J'étais son assistant. Il m'a dit toi, tu fais ça au quotidien. Je vais me mettre en retrait. C'est toi qui vas prendre l'équipe. Et on avait fait ce premier tournoi en Serbie, au Obrenovac, où je me rappelle mon premier match international à la tête d'une équipe nationale. Je suis en face de Petar Kovačević. Et quand je le vois arriver au bord du bassin, j'ai dit: «Ah, c'est sympa d'être venu voir les matchs». Il me dit: «Non, je suis coach de la Serbie». C'était la Serbie-Monténégro à l'époque, c'était un seul pays. Et on avait fait un match extraordinaire. Je me rappelle, la fin de la première période, on gagnait et la piscine qui était vide s'est remplie en quelques minutes. Et j'ai eu la chance derrière de continuer pendant 7 ans à peu près sur les équipes nationales et notamment avec Gilles Madlena, où on a fait des super campagnes, où on a fait les championnats d'Europe, les championnats du monde. Ça a été une très belle collaboration, une très belle rencontre. Et puis, quand je me suis marié en 2012, j'ai stoppé pendant 8 ans pour m'occuper de mes enfants. Et puis, j'avais l'esprit très critique parce qu'il y a eu un drop incroyable sur les résultats des équipes nationales jeunes où on n'arrivait même plus à se qualifier pour les championnats d'Europe. On se faisait éliminer Biélorussie, Géorgie, Ukraine au tournoi de qualification, donc par des nations qui étaient vraiment faibles, alors que j'ai eu la chance d'être à Stuttgart et de faire 5e aux Europes jeunes, avec la génération d'Enzo d'ailleurs, et Gilles. Donc c'est le dernier véritable résultat probant qu'on a eu et on espère y revenir. Et Nenad Vukanić, qui était à la tête de l'équipe, m'a dit Alex, est-ce que tu prends une équipe? J'ai dit oui, mais moi je veux une carte blanche où il n'y a personne qui me dise ce que j'ai à faire. Sinon, je viens pas, je vous laisse dans votre merdier, quoi. Et il m'a dit Alex, je vais rien te dire, tu fais ce métier depuis longtemps, tu fais ce que tu veux. Et donc j'ai mis en place, et c'était pendant le Covid, un système de collaboration très vertueux où on a fait collaborer 49 entraîneurs pour créer une évaluation de 200 joueurs à peu près, pour créer une sélection qui s'est qualifiée directement pour le tournoi pour les championnats d'Europe, pas avec un résultat extraordinaire, mais depuis, après ça, j'ai Rémi Duhautois, Julien Issoulier et Florian Bruzo qui m'ont contacté, après Tokyo, il y avait les résultats étaient pas bons, il fallait monter un projet de performance fédérale et donc j'ai présenté ma méthodologie qui a été louée et derrière on l'a modifiée, on l'a travaillé ensemble avec ces personnes-là pour créer le projet de performance fédérale actuel dont je suis le référent national depuis maintenant 3 saisons, sous la confiance et la direction de Florian et l'accompagnement de Florian. Ça consiste en quoi, Alex, justement? Alors en fait, c'est aujourd'hui, il y a des centres nationaux d'accès au niveau, les CNAHN, qui sont des centres éphémères d'entraînement qui se constituent principalement pendant les vacances scolaires. On essaie de toujours trouver la semaine un petit peu clé. Et donc sur les 13 ans, 15 ans et 17 ans, garçons, et sur les 14 ans et 18 ans, filles, en fait, des stages ont lieu sous le support de certaines ligues. Et en fait, moi, je suis celui qui chapeaute l'ensemble de ce projet-là avec une méthodologie qui est issue de détection sur les championnats nationaux, mais également sur les Coupes de France des ligues, où l'ensemble des entraîneurs, d'abord au niveau des clubs pour les sélections des ligues et ensuite au niveau des ligues pour la sélection nationale, participent tous à la détection et à la sélection et au choix des joueurs qui seront, in fine, retenus dans le Centre national d'accès au niveau et qui constitue l'antichambre des équipes de France, des équipes nationales de chaque catégorie. Donc il y a un espèce de maillage. Jérôme Fernandez nous avait parlé dans le podcast en France, si tu es un bon handballeur, tu peux pas passer à travers les mailles du filet parce qu'il y a des centres de détection un petit peu partout et il y a des centres de travail. Est-ce que c'est un petit peu la même chose? Est-ce que c'est oui, on tend vers ce système-là?
Alors moi je suis pas, d'un coup j'ai pas fait ça, d'un chapeau en disant, d'un seul coup, j'ai une recette miracle. Non, je me suis inspiré. Jérôme Fernandez est devenu un ami, donc on avait échangé également, là-dessus. Et effectivement, je me suis servi de ce qui se passe au basket, au rugby, au volley et au hand. C'est-à-dire que les coupes de France de ligue, nous, c'était devenu, une espèce de compétition, de celui qui allait, pisser le plus loin, entre les ligues et alors que c'est le moment, absolu et fatidique pour, la détection. On avait une détection ensuite qui avait été faite où on le faisait lister les espoirs, mais finalement il y avait pas de regroupement et puis il y avait surtout pas de participation des différents entraîneurs et moi je trouvais que c'était vachement important de partager parce que le polo français, je j'ai aucunement à dire on est bidon. On n'est pas bon. On n'est pas bon parce qu'on est persuadé d'avoir, la vérité, chez soi, ce qui est faux, nul n'est prophète, en son pays de toute façon. Donc, moi je pense qu'on a les capacités si on partageait, avec les compétences des différents entraîneurs qu'on a, parce qu'on a des bons entraîneurs français. Pas suffisamment, il faut travailler sur la base de la formation et de l'enseignement du métier d'entraîneur, ce que la fédération, a fait aussi ces dernières années et puis moi j'inclus énormément de personnes, de tous les horizons dans ce système-là, en proposant des stages, en proposant de venir, en proposant des échanges. Il faut partager en fait, moi tout seul, je vais pas faire grand-chose, on a vu, Nicolas Stamenic qui est le plus grand entraîneur de peut-être de tous les temps, arriver en Grèce et mettre tout le monde, dans un système au pas et aujourd'hui la Grèce, ils trinquent tous les jours, au système de Stamenic et nous Stamenic, il vient ou Petar Kovačević qui est un mentor pour moi, qui a été très, très, très déterminant dans mon parcours. On n'a pas su en tirer finalement la quintessence parce qu'on a ce truc de français un peu arrogant où on croit savoir. Peut-être que des fois, il faut que je me l'applique à moi-même, peut-être, mais j'ai l'impression de partager, beaucoup et je pense que pour progresser, il faudra en passer par là. On évoquait aussi avec Dominique Delon là, justement, alors peut-être la période n'était pas très bien choisie, mais il y avait eu, une réunion d'entraîneurs, je crois en décembre 2024 et il y avait eu, je crois qu'il y avait même pas eu, d'entraîneurs, d'élite français qui étaient présents. Tu parles donc de la qualité de certains entraîneurs français, on va dire, on veut bien le croire, on le voit quand même qu'il y a du travail, mais on va dire, ça saute pas aux yeux non plus et peut-être, est-ce que ça rejoint pas, ce que tu viens de dire sur cette, autosatisfaction française? Toute cette qualité des différents entraîneurs que je vais pas nommer, on les connaît tous, mais c'est un peu le combat des chefs. Il y en a aucun, on va tous s'opposer, puis on va pas se mettre véritablement autour de la table et essayer de sortir un système. Et quand on a, un mec qui essaie de le faire, Florian a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, il y a une défiance. Donc, la réalité, c'est que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, à un moment, on juge beaucoup, par les résultats. Aujourd'hui, les résultats, de Florian parlent pour lui. Il y a une méthodologie, il y a un système, on n'a jamais été aussi bon et il faut se rappeler qu'on n'a jamais été aussi bon avec des équipes nationales jeunes qui, sur les 10 dernières années, étaient éclatées, ont même pas fait des championnats du monde et certaines n'ont même pas fait des championnats d'Europe et donc on est sur des générations de gamins qui ont 0 expérience internationale et qu'on arrive à mener à avoir des résultats quand même assez probants au niveau, élite et nous, on le voit dans le championnat, c'est bien de s'opposer mais quand je vois des super entraîneurs avec des qualités, indéniables, qui arrivent à durer dans le temps, qui arrivent à former des joueurs, qui aujourd'hui, ont la part belle et on n'arrive pas à se mettre, autour de la table et on n'arrive pas non plus à respecter la voix d'un chef. Si on n'a pas à écouter Stamenic et Kovačević, on va écouter qui en fait? Mais attends, Alex, ça vient d'où ça? C'est juste un problème franco-français, d'un pays un peu malade de lui-même, qui n'arrive pas à se fédérer et qui préfère critiquer plutôt que de louer les choses qui sont faites? C'est juste un problème franco-français, général ou c'est plus un problème quand même, poloistique? Comment c'est possible? Tu as parlé tout à l'heure de Stamenic par rapport à la Grèce. Il y a Yanis Yannouris aussi qui a eu un rôle extrêmement important de fédérateur de tout ça, du projet. Mais parce que Yanis est arrivé avant Stamenic.
Mais il y a une raison, hein, il y a une raison à ça. Pourquoi effectivement, moi, j'ai été super surpris parce que j'étais pas au courant. Comment c'est possible qu'un entraîneur national dans un sport co, avec des jeux qui viennent d'avoir eu lieu à la maison, fasse une réunion des cadres, enfin des entraîneurs et il y en a pas un qui se déplace? Alors et je suppose que c'est pas un problème de calendrier, les mecs sont tous pros maintenant. Mais c'est quand même, moi je trouve ça quand même, assez incroyable. Il y a forcément quelque chose qui se passe pour, moi la défiance, tout ça, je vais pas rentrer là-dedans. Mais je trouve ça hallucinant qu'on n'arrive pas à réunir, 1 fois par an, à faire un espèce de colloque, comme Campagna le fait en Italie, d'entraîneurs français autour d'une table et de se poser et d'essayer d'avancer. C'est incroyable. Alors on en a eu, Peter en a fait, Florian en a fait. On s'est retrouvés, on s'est même retrouvés un moment avec les arbitres. On a essayé, plein de méthodos. La fédération était prête à également à investir. Quand elle a lancé ces invitations-là, Florian, appelle, régulièrement, l'ensemble des entraîneurs, à la tête des équipes. Il a ouvert ça et on s'est retrouvé avec plus d'entraîneurs de N3 et de N2 que d'entraîneurs d'élite effectivement, puisqu'il y avait moi, mais, en tant qu'assistant DA donc, on va dire que ça comptait pas, donc en fait, il y avait personne et je trouve ça faux, on est sur même les Parisiens, on était sur place, voilà, on n'a pas vu, les gens, beaucoup se déplacer et je trouve ça dommage, en fait, et en fait, on peut s'en vouloir, qu'à nous-mêmes. Parce que je sais pas, moi, j'ai tendance à dire que depuis, l'impérialisme, bonapartiste, on a tendance à croire que la France, elle règne encore sur la moitié du monde, mais non, c'est pas trop le cas et c'est l'image qu'on véhicule. Alors, pourtant, on réussit dans les autres sports co. Je sais pas, on a créé, je crois on en est au moins à la 3e ou 4e association des clubs. Là, on a essayé water polo, Evolution, qui a fait un pchit, pour moi, qui fait un pchit absolu. Ça plaira pas, je m'en fous complet, mais c'est la réalité. Les diffusions, c'est une catastrophe. Il y a un match sur 2 qui y est pas, il y a des équipes qui veulent pas jouer le jeu, la qualité, elle est pas au rendez-vous. Les gens qui se connectent, ils doivent payer pour un spectacle où aujourd'hui, il y a 60 abonnés. Faisons de notre sport un succès populaire. Il y a eu, Marc Crouzia qui a fait un travail, pour la ligue promotionnelle. On n'a pas réussi à se maintenir. Quand on est tout petit, on se retrouve à 10, on n'arrive pas à s'entendre et la réalité, c'est qu'avant ça, il y avait, l'association des clubs. Plusieurs fois, il y a eu des tentatives de sortir des lornières. Alors aujourd'hui, on nous dit: «Bah, si le polo, il sortait de la fédération». Mais si le polo, il sortait de la fédération, on crèverait en 6 jours. Tu es sûr de ça? Moi, je pense qu'on crèverait en 6 jours parce que, chaque fois qu'on a essayé de faire quelque chose, ne serait-ce qu'entre nous, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Il y a toujours un qui prend qui prend le lead et il se resserre, 2 fois, du hachis parmentier, en oubliant de nourrir les autres. Donc il y a une sorte de sentiment d'irrespect, heu, à l'intérieur même de ces organisations-là. Quand on fait l'élite, on oublie qu'il y a la N1 et la N2 et la N3. On oublie, qu'il y a une formation des jeunes. On oublie qu'il y a une formation des entraîneurs. On oublie, les comités de pilotage où d'un seul coup les présidents disent, aux entraîneurs: «Vous n'avez pas votre voix, au chapitre, vous ne pouvez pas parler, je ne vous fais pas monter sur l'estrade parce que c'est moi le président, c'est moi qui décide». Mais moi j'ai vu des entraîneurs, la plupart des entraîneurs que j'ai vus qui ont duré, eux ils ont connu 4 ou 5 présidents, 4 ou 5 directeurs. Donc la réalité c'est que je pense que si on rendait un petit peu plus aux techniciens, on arriverait peut-être à obtenir quelque chose. Mais bien sûr, il faut un leadership, et je trouve que ce leadership presque désintéressé, quand je vois Florian et la somme de travail qu'il est capable d'abattre, il a essayé de réunir autour de lui. On a le droit de ne pas plaire, on n'a pas le droit de se désintéresser de son sport et de pas se sacrifier. Moi, j'ai du mal à trouver des entraîneurs qui veulent participer au fonctionnement des collectifs nationaux. Parce qu'il faut qu'ils partent en vacances. Ah mais Alex, alors juste 2 choses. La première chose, quand tu me dis, on durera 6 jours, évidemment si c'est pour dupliquer
ce qui existe déjà dans une autre structure indépendante, je te rejoins, durerait 6 jours, mais le but du jeu, c'est que si, il y avait une fédé indépendante qui était créée, c'est pour pas continuer sur le même modèle que ce qui est fait actuellement, je veux dire en termes de moyens et cetera. Pour en revenir à ce que tu disais juste après, le polo, c'est un sport de fou, en fait. Parce que c'est un sport où c'est un sport qui nécessite une somme d'entraînement incroyable pour commencer à arriver à un niveau respectable. Ensuite, c'est une fois que tu as atteint ce niveau respectable, c'est une somme de sacrifices incroyable pour aller plus haut. C'est un sport où tu peux pas t'arrêter quasiment de jouer de l'année parce qu'il faut que tu domines l'élément liquide et pour ça, il faut rester de l'eau tout le temps. Les joueurs jouent 12 mois sur 12. C'est un sport où tu es pas beaucoup rémunéré et c'est un sport où tu es pas beaucoup reconnu. Donc, c'est un sport de passionnés, d'ultra passionnés, de gens qui sont si tu as pas la passion, donc là, tu me parles tu galères pour trouver du monde, pour, accepter, d'entraîner ou de détecter des joueurs. Tu peux pas avancer, c'est un sport de passionnés et si t'as pas la passion à tous les étages, mais la passion absolue. La passion absolue de se bouffer des matchs à regarder, de faire enfin, la vraie passion comme nous on la connaît et bah, tu avances pas parce que, enfin, c'est quand même incroyable dans un pays de 70 millions d'habitants, de pas réussir à trouver des mecs à qui tu donnes des responsabilités de détection de jeunes à un niveau national. Il y a pas assez de passionnés. Il y a des gens qui s'intéressent, mais être passionné et s'intéresser, ça n'a rien à voir. Mais je vais faire un parallèle très simple et très actuel. Là, je suis en train de discuter avec 2 personnes qui sont, passionnées, du water polo, qui essuient forcément, des critiques, mais toujours des critiques de personnes qui s'investissent pas beaucoup. Donc ça me fait beaucoup rire. Je doute qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs et je parle de l'élite, à toutes les divisions, qui passent autant de temps à essayer, juste bénévolement pour l'amour de ce jeu, de s'intéresser, s'investir, se renseigner sur sa propre discipline. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des entraîneurs aujourd'hui de N1, N2 et peut-être même d'élite qui passent moins de temps que vous en passez simplement pour essayer de produire une émission, le mardi. Donc, oui, je pense qu'il faut se regarder. Je disais avec un peu d'humour, si un mec comme moi, vraiment un mec comme moi, a réussi à avoir ce bilan et simplement parce qu'il a travaillé, qu'il aimait ce sport, imaginons avec quelqu'un de vraiment talentueux. Voilà, tout simplement. Les talentueux, ils travaillent toujours un peu moins. Et oui et après on a les talentueux qui travaillent. On a tous, le fameux débat Cristiano Ronaldo, Messi. Voilà, bon, ben, est-ce que je préfère le talentueux ou le travailleur? Moi, ma réponse, elle est assez évidente. Je vais préférer le travailleur. J'ai rencontré des joueurs, talentueux. Les gens je pense, se rendent pas compte, par exemple, de Hugo Crouzia, le produit qu'est Hugo Crouzia. Hugo Crouzia, c'est pas un grand talent inné. Hugo Crouzia, c'est un travail extraordinaire combiné à du talent. Il a du talent, mais c'est pas, il est pas arrivé, il est pas tombé dans la marmite quand il était petit, pas du tout. Il a bossé d'arrache-pied. Il a été extraordinaire et aujourd'hui, c'est un chef de file et pour moi, peut-être le meilleur joueur que l'histoire a produit parce que Thomas Verneau est un talent. Est-ce qu'il aura, la longévité et l'influence que Hugo, a et a eu et continue, d'avoir et j'espère, pour longtemps? Je suis pas sûr. Hugo, je crois, il faisait pas les équipes de jeunes, hein. Il faisait pas les équipes de France de jeunes et c'est vrai que c'est aussi un on en avait parlé quand on l'avait eu comme invité parce que je sais qu'il a bossé énormément, qu'il s'est challengé. Hugo, c'est un passionné, c'est un fou du polo, c'est un passionné, comme il en faudrait, un peu plus, mais c'est pas quelqu'un au départ qui avait des qualités intrinsèques, de natation, de quoi que ce soit et puis, bah, à force de travail, il est arrivé au joueur qu'il est devenu. Puis, bah, on l'a côtoyé quand, toi plus que moi, mais quand il était à Aix, la somme de travail, de détails et de choses qui font que Puis une qualité de remise en question et de être capable d'absorber de toutes les rencontres qu'il est capable, de faire. C'est-à-dire, il a connu des super entraîneurs et puis finalement il passe par Aix-en-Provence. Aujourd'hui, Aix-en-Provence, de son propre aveu, ça a été ultra déterminant dans sa construction, individuelle de joueurs. Parce que c'est quelqu'un qui, malgré, un ego et il faut en avoir
pour arriver à ce niveau-là, il faut un ego bien ancré. Moi-même, j'en ai un, il n'est pas piqué des verres. Et lui a été capable de le faire, de se renouveler, de partir de Solnock, arriver à Aix-en-Provence. C'est une folie incroyable. Mais en même temps, ça a été ultra constructif pour lui. Alors moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose quand même que j'ai lu assez récemment, parce qu'on a parlé de pas mal de choses. Mais ce qui nous manque aussi, parce qu'on parle du mal français, mais je pense qu'il y a aussi un mal aussi un peu plus international, notamment avec les nouvelles règles qui doivent arriver. Il y a la finale de la Coupe du Monde qui vient de se dérouler. Et en fait, ce qui pollue un peu, je pense, notre sport, peut-être ça peut faire donc un point d'accroche là, sur les règles. En fait, la complication des règles, les règles qui changent tout le temps et les règles qui, pour des personnes qui connaissent pas ce sport, mais qui viennent, qui l'apprécient malgré tout, hein, on parlait tout à l'heure de la piscine d'Aix qui est remplie. Et moi, pour avoir discuté avec pas mal de gens qui connaissaient pas, en fait, s'ils ont de l'ambiance, du spectacle, etc., ça plaît énormément et donc ils reviennent. Et donc ces règles qui polluent véritablement un peu notre sport et on en parle aussi assez régulièrement. C'est un petit débat entre Fred et moi sur, notamment la règle des pénaltys, mais il n'y a pas que celle-là. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on se tournera après vers notre petite bible personnelle du water-polo, Frédéric Durand, mais bible du sport aussi, hein, parce que voilà, les comparatifs sont vraiment importants et intéressants. On est le seul sport au monde à avoir autant changé les règles en 20 ans. Nous, en fait, le temps d'intégrer une règle, l'année d'après, quasiment, elle a changé. On a même des règles qui ont été établies, qui sont plus respectées aujourd'hui, qui sont encore inscrites. La faute dans le camp adverse au moment de la contre-attaque, la défense à 2 mains qu'on a oublié, qu'on n'avait plus le droit, tenir le joueur avant la réception du ballon, sont des choses qui existent encore, qui ont été établies en 2013, je crois. Et puis derrière, il y a eu un renouvellement en 2020, puis en plus derrière en 2022. Et là encore, avant même que les tests pour les nouvelles règles qui ont été établis sur la World Cup, les tournois de qualification World Cup et les finales World Cup, il y a des règles qui ont déjà été proposées au changement. Ça veut dire que, à part les joueurs internationaux qui ont fait ces compétitions-là, il y a des joueurs qui auront vécu des changements de règles sans jamais les vivre. Sans jamais les vivre. C'est extraordinaire. Nous, on change les règles avant même qu'elles soient appliquées. On est des génies. Vraiment, on est des génies. Il y a des personnes qui vivaient, qui ont vécu ce sport-là. Aujourd'hui, des fois, ils jouent en N3 pour se faire plaisir. Ils arrivent sur des matchs. Ils savent même pas. Ils se font siffler des trucs. Ils regardent les arbitres. Ils disent: «De quoi tu me parles?» Il dit: «Oui, mais les règles, elles ont changé». Mais je pense que on prend un joueur, il a arrêté il y a 5 ans, aujourd'hui, c'est plus jouer au water-polo. Moi, j'ai l'impression, Alex, par rapport à ça, qu'on a un produit qu'on a du mal à vendre et qu'en fait, on essaye de vendre en pensant que changer les règles, ça va améliorer sa visibilité parce qu'on n'est pas capable au niveau marketing, parce que c'est du marketing, au niveau marketing de le promouvoir. Et donc, on se dit, tiens, il y a des matchs qui se finissent à 6-5 ou à 8-7, c'est pas super intéressant. Je pense que les gens, vu que c'est un spectacle, seraient plus contents s'ils voyaient un 16-15. Donc, on va balancer des pénaltys à tout va. Et puis, on va faire, tiens, le handball, tu as vu le succès du handball? Il y a beaucoup de monde qui est dans le handball, donc on va faire la flying zone. On change au milieu. Alors qu'en fait, on n'a pas compris quand même que le gars, quand même, qui change au handball, en courant, il met 3 secondes pour aller au milieu et puis l'autre rechange. Et puis les 2 mètres et puis enfin, tu me parlais tout à l'heure, moi le foot, ce qui est assez incroyable, c'est qui a été créé il y a 150 ans, 60 ans, ils savaient déjà, les gars, penser au hors-jeu, par exemple. Les 2 seuls trucs qui ont changé au foot, c'est la passe en retrait au gardien et l'instauration des cartons jaunes et cartons rouges. Sinon, avant, le foot se joue alors c'est peut-être être trop conservateur, hein, mais en 2025, comme il joue en 1900. Le rugby, il y a eu des changements, et je pense qu'il va y avoir, il va falloir qu'il y en ait d'autres parce que vu pour ceux qui ont lu un petit peu ce que Sébastien Chabal a déclaré sur les problèmes qu'il a, et cetera, le rugby est devenu un sport trop violent. Le basket, il y a eu l'instauration des 3 secondes dans la raquette, le tir à 3 points, et cetera, mais il y a pas de révolution en soi. Et le polo, donc là, on parle de siècles
Et le polo, en 5 ans, 6 ans, mais il y a 15 nouveaux gens. Et moi, ça m'est arrivé d'inviter des gens à aller voir des matchs. Ils sont scotchés parce que les mecs sont grands, sont costauds, sont sculptés, tirent fort. Ah, ils ont pied, non, ils n'ont pas pied. Tout ça, c'est hyper vendable en fait au polo. Et quand ils me posent la question de savoir là ce que l'arbitre il siffle, bah, des fois, je ne sais pas. Je dis, mais parce que sur 3 mêmes actions, bah, il y a 3 coups de sifflet différents. Et notre sport, à force de multiplier les règles, est devenu illisible, même pour les gens, les spécialistes. Alors, t'imagines un peu les profanes. Enfin, il faut arrêter avec ce. Je ne sais pas ce qui leur passe dans la tête à World Aquatic, mais il faut arrêter. Et comme tu le dis, on a des règles qui ne sont pas appliquées, des joueurs qui feront un sport avec des règles. Le gars qui joue au foot en district, il a les mêmes règles que le gars qui joue en Coupe du Monde, avec un arbitrage peut-être différent. Et nous, au polo, en fait, on a des règles qui changent en permanence sans avoir eu le temps de jouer avec les nouvelles règles qu'elles changent déjà. Je pense que c'est pas bon quand tu changes les règles sans arrêt de ton sport, c'est que ton sport, tu sais pas comment faire. Tu sais pas comment le vendre. Non, mais après, il faut, je pense, des recettes. Je vais faire une petite comparaison, une petite allégorie. On avait j'ai vu un reportage sur Nutella. Ils avaient Ferrero, ils avaient une recette. Et puis, en fait, cette recette, elle est restée. Et aujourd'hui, elle évolue un petit peu par rapport aux besoins. Ils créent du marketing avec des nouveaux produits, mais la recette de base, c'est la même. Aujourd'hui, nous, on n'a même pas de recette de base. Voilà, donc essayer de faire du marketing parce que je sais que World Aquatics et European Aquatics essaient vraiment de créer des choses. On voit bien, là, il y a encore un nouveau système de Coupe d'Europe, même si je ne suis pas favorable à ce dropping systématique des mecs de Champions League, comme si il fallait à tout prix sauver les gros et leur donner un petit peu plus à manger qu'aux autres. Je trouve ça dommage. Si on faisait ça ça n'existe pas dans les autres sports, d'avoir autant de drops. Tu peux avoir un drop, et il y a 3 drops possibles, donc c'est vraiment pas une bonne chose. Mais je sais qu'ils travaillent. Mais le problème, c'est que si tu essaies de vendre un produit qui change tout le temps, ben, en fait, tu peux pas le vendre. C'est une des règles principales du marketing. Ton produit, il faut qu'il ait une identité. Nous, on n'a pas d'identité. Et puis après, faut comprendre le contexte aussi. On essaie de comparer des sports, des fois, qui sont incomparables. Il faut d'abord conquérir les territoires, il faut conquérir les piscines, il faut conquérir les domaines. On compare avec le hand, mais le hand, aux États-Unis, il n'existe pas, en Chine, il n'existe pas, en Afrique, il n'existe quasiment pas. Les pratiquants de hand dans le monde, quand on regarde les coupes du monde, c'est un tour de destination et les 3 nations qui viennent se rajouter, et puis l'Argentine toute seule, là, qui vient comme ça toute seule. Mais sinon, il n'y a personne qui pratique vraiment le hand. Il y a plus de pays qui pratiquent le water polo qu'il y a de pays qui pratiquent le hand. Mais après, on a la problématique des structures et puis des spectateurs dans une piscine, à part à la mettre dans une arena, comme ça a été le cas d'un succès extraordinaire à Paris 2024, qui mène du coup à l'augmentation du nombre d'équipes féminines aux Jeux. C'est très bien. On perd beaucoup de batailles, on n'en gagne pas beaucoup. J'espère qu'on aura la conscience de faire évoluer ça. Le temps avance, hein, on va pas faire un épisode de 10 heures. Je voudrais juste revenir donc sur la suite au sein de la fédération. Que va devenir Alexandre Don Simoni au sein de la fédération? Et on a évoqué aussi le possible retour de l'INSEP. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Le possible retour de l'INSEP, je laisserai malgré tout ceux qui doivent faire les annonces le faire. Il y a une rumeur effectivement qui se dessine, et je pense qu'il est. Si moi je devais choisir, je rendrais ça absolument nécessaire pour pouvoir revenir sur le devant de la scène. La structuration du projet de performance sidérale inclut la création d'un centre national d'entraînement. Donc, c'est les nouveaux noms du pôle France. Et si c'est le cas, ça sera extraordinaire, mais ça sera au détriment, malheureusement, des féminines pour la pratique masculine. Donc, ça serait un mal pour un bien. C'est jamais facile. Juste un truc, Alex, quand tu parles de l'INSEP, c'est l'INSEP avec le fonctionnement d'avant, c'est-à-dire on prend un peu les meilleurs jeunes et ils jouent en N1 et ils jouent pas dans leur club, ou c'est juste un centre fédéral pour de regroupement d'athlètes? C'est quoi?
Je pense que si on va sur un INSEP, ça sera un INSEP qui sera engagé dans une, catégorie pour fonctionner. Les joueurs dépendent malgré tout, de leur, club de tutelle, et sur les championnats nationaux, ou des phases finales comme ça se faisait avant, pourraient participer avec ce club de tutelle, mais il faut que cette équipe fonctionne à l'année et je pense que ça serait très bien pour le projet des et amener des garçons au haut niveau, comme ça a été le cas pour Rio. La plupart des joueurs étaient issus, des générations INSEP. Le développement de Noisy-le-Sec a été, principalement, lié au fonctionnement de l'INSEP, hein, puisqu'au départ personne ne voulait y aller et ça a fait grandir énormément, ce club-là qui a été celui qui a joué le plus le jeu. C'est dommage qu'ils se soient coupés de cet ADN de formation par la suite, mais ça leur appartient, ça me regarde pas, ça me fera sûrement, grincer les dents. Ils penseront à moi, ils boiront un verre. Je pense que c'est important que cet étage, existe et fonctionne, mais attention, on en parlait, il y a pas longtemps avec Samuel Nardon, qui pour les encadrer? C'est bien qu'il y ait le centre, mais qui, au quotidien pour leur distiller un enseignement? Ça, c'est plus compliqué. Alors donc on va sans dévoiler de secret, tu vas nous dire ce que tu peux nous dire et ce que tu peux pas nous dire. Là donc Julien Lissoulier a quitté la DTN et il est, Florian Brouzeau a candidaté pour lui succéder et visiblement il serait en pole position. Donc il peut pas être DTN évidemment et entraîneur de l'équipe nationale, donc il va lâcher les A. On a entendu parler d'un possible retour de Kobechak qui garderait son poste à Hughes et qui entraînerait, l'équipe nationale avec, un certain Alexandre Dansimodi comme adjoint. Est-ce qu'on est dans le faux ou est-ce qu'on se rapproche un peu de la vérité? Je pense que dans tout, perception d'un reflet, il faut une image d'origine, donc Bah, bravo. il y a sûrement des choses qui peuvent coïncider. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis adjoint. On a notre entraîneur principal qui, possiblement, pourrait être DTN, mais la réalité, c'est qu'il pourrait ne pas être DTN et continuer, sa mission et peut-être même que le DTN qui sera là lui dira: «Florian, tu étais, mon opposant, le water polo, ça m'intéresse pas trop, tiens, je t'écarte». On va partir sur ce qui semble, un petit peu agiter le microcosme poloistique de façon justifiée. C'est que si Florian demain, est DTN, il y aura des missions à remplir, sur le court terme et si ensuite, je pense, il y aura, très logiquement un appel d'offres. Sur cet appel d'offres, si on a la chance d'avoir, quelqu'un comme, Vico Kovalchuk ou de cette qualité-là, c'est des opportunités qu'il faut saisir et qu'il faut, garder. Moi, j'ai des fonctions sur les équipes de jeunes, j'ai des fonctions, sur l'équipe A, l'équipe dirigeante, les dirigeants en place. S'ils me demandent d'aider encore la France, je le ferai. Si demain devait y avoir une place vide, je vais pas mentir, oui, c'est probable que je candidaterai, surtout, vu ma situation actuelle. Mais, si demain, Florian ne devait pas être DTN, je souhaite de tout cœur que ce soit lui qui, garde les rênes parce que, les gens ne soupçonnent pas la somme de travail, mais également de liens, politiques, organisationnels, fonctionnels, qu'il a réussi ce maillage, incroyable. Il a tissé une toile d'araignée qui nous permet de sublimer des résultats d'une équipe de France qui devrait être moins forte. Et est-ce qu'il serait pas mieux, puisque moi je ne nie pas du tout, je me doute bien que ça vient pas d'un coup de baguette magique, une 4e place mondiale qui suivait une 6e place mondiale. Je sais très bien le travail, que ça nécessite. Est-ce qu'il serait pas mieux, je remets pas en cause ses qualités d'entraîneur, mais effectivement comme architecte à la DTN, avec un technicien comme Kobechak et toi, comme adjoint ou, d'autres, à la tête de l'équipe nationale, est-ce que ce serait pas cette espèce d'attelage qui serait le plus performant finalement? Non, ce qui serait le plus performant, c'est que, quel que soit celui qui se retrouve à la tête, on est on arrive à trouver une espèce de recette ou de discours qui arrive à emmener les autres avec nous pour que les championnats de jeunes ne changent pas, leur nomenclature tous les ans, que le championnat élite
il ait une formule qui change avec des playoffs qui ne changent pas tous les ans, qu'on ait le plus d'adhésion possible, sortir peut-être de ce côté un petit peu arrogant où on a voulu 7 contrats professionnels pour tout le monde. Il y en a, ils n'arrivent même pas à en faire 3. Mais donc je pense que c'est la recette qu'on arrivera à mettre, le discours de la tête d'affiche. Et on en revient à cette notion de partage. Peu importe, en fait, on peut mettre Kobieciak, on peut mettre Saminic, on peut mettre qui on veut. On aura peut-être un étage qui va bien fonctionner, mais il faut que tous les étages de la fusée fonctionnent pour pouvoir faire des voyages interstellaires. On va presque arriver à la fin de cet épisode, puisqu'on est parti dans les étoiles. Juste que tu finisses un peu cette interview en nous faisant un peu un bilan de ces années au PAN. Qu'est-ce que pour toi, voilà, si tu devais mettre une expérience ou quelque chose en avant, qu'est-ce que tu mettrais? Et pareil, côté négatif, qu'est-ce que tu mettrais un peu de toutes ces années passées au PAN? Même si tu y restes, hein, mais en tant que notamment entraîneur et joueur. Ces 19 années, ça a été un vrai bonheur. Parce que quand je prends beaucoup de recul, ça a été une succession de rencontres. La rencontre avec d'autres entraîneurs, parce que j'ai vu les différents clubs français fournir plein d'entraîneurs et finalement, moi, perdurer. Un petit hommage à Fabien qui dure depuis 26 ans. Il faut une capacité de résilience absolument incroyable pour pouvoir faire ce genre de choses. Je suis content d'avoir réussi à maintenir l'équipe au plus haut niveau possible, tout en étant très performant sur les jeunes. Et ça, c'est, je pense, l'exercice le plus difficile. Puis après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup apporté. Fred ici, présent, quand tu te retrouves dans la chambre avec lui, je peux te dire que tu bouffes du sport et du water-polo en intraveineuse. Ça fait forcément évoluer. J'ai rencontré des entraîneurs, j'ai eu du relationnel aujourd'hui avec des grands entraîneurs internationaux parce que, en durant aussi longtemps, forcément, on fait de belles rencontres et je peux m'asseoir aujourd'hui à la table de grands entraîneurs et pouvoir parler water polo. C'est presque un rêve, se retrouver à Otopeni avec Savic, Martin, et pouvoir discuter. David qui m'envoie Martin qui m'envoie des messages après chaque grande compétition, ou quand je fais des résultats un petit peu probants avec juste le Pays d'Aix. C'est génial. Mais le plus important, je pense, c'est la rencontre avec des joueurs que j'ai pu faire. J'ai rencontré, je suis allé dénicher, je pense, un petit peu mon dada, d'aller dénicher des mecs improbables un petit peu à droite et à gauche. Les Japonais, notamment Shigai Watanabe, où on a complètement bouleversé les systèmes. On a toujours été intelligent et on a toujours essayé de sublimer ça. Et on a lancé Collode, on a lancé Shiga, on a lancé Watanabe, on a refait vivre des garçons comme Espagnol, Vukicevic. Des exemples, j'en ai plein. Si je dois aller tirer 3 éléments un petit peu forts, ça va être mon premier titre de jeune, avec tous les gamins que j'ai eus, qui ont été véritablement le lancement du système sur lequel le PAN vit aujourd'hui. Donc toutes ces générations-là, les Thibaucher, Colino, Terral, Egea, Armand et surtout Sébastien Mandré ont été déterminants. On va rajouter ça, le petit Chauffour, c'est des garçons qui ont joué plus de 10 ans pour l'équipe première, plus de 10 ans. Il y a très peu de clubs qui peuvent s'enorgueillir de ça. Et puis les 2 dernières rencontres, ça a été Alexandre Collin et Enzo Katz. Enzo qui est arrivé et Fred pourra le confirmer, qui était un petit con quand même. Ouais, en gestion, c'était quelque chose. Et humainement, il a évolué de façon extraordinaire. Aujourd'hui, quand on parle avec lui, on dirait un vieux sage. Des fois, du coup, je me moque un peu de lui dans ce sens-là. Et quel bonheur que de pouvoir transmettre à 2 personnes, un qui s'est formé à mes côtés et un autre qui a évolué pour rester pendant 8 ans en ne cédant pas aux sirènes financières extraordinaires qui ont sonné à ses oreilles.
par amour du club. Donc quelqu'un qui donne et qui démontre autant d'amour au club, on a envie on est obligé de lui faire confiance. Et je pense que le club est entre de bonnes mains avec les 2 personnes-là. Je leur souhaite beaucoup de réussite. Passer après moi, c'est pas, ça va pas être facile parce que déjà j'ai duré longtemps et j'ai eu des résultats. Mais bon, je me rassure en me disant que certains vont ouvrir un peu le champagne en disant: «Le il est parti le fou». Donc voilà. Et puis il y a eu cette finale perdue à Strasbourg, qui nous tendait les mains. On était en train de faire, je crois, le match parfait à 9-3 et puis d'un seul coup, tout s'est grippé, tout a explosé. Le titre nous tendait les bras, on voyait même pas. On était sur le banc, je me rappelle, je me suis tourné vers Fred, «On est champion, on va être champion, c'est pas possible. Vukcevic, il vient de marquer du centre du terrain, il y a 9-3, ils ont pas de solution». Et ça sera peut-être mon plus grand, regret, mais en même temps un de mes plus grands souvenirs. Voilà. Et puis les campagnes européennes, split, avec une équipe XXL qui saute à l'eau parce ils nous battent d'un but à 10 secondes de la fin, pour une accession au quart de finale, de l'Eurocup. Voilà, j'ai plein de souvenirs. Les aventures humaines, c'est gradin plein, cette identité panne et puis, ce sentiment d'avoir eu, vraiment les mains libres de créer ce que je voulais créer. Moi, je veux dire un truc, Alex. Je trouve on a perdu un. Alors, l'histoire était destinée à évoluer comme ça, mais je trouve qu'on avait à Venelle, on avait un bassin dans cette config polo de 33 mètres avec les gradins pleins. Le club avait réussi à créer un truc. Je me rappelle des Coupes d'Europe où Ferencváros était venu, où les mecs ouvraient des grands yeux parce qu'il y avait 700, 800 personnes, ça gueulait de partout. Il y avait des petites tribunes derrière les cages et tout ça. Après, c'est un peu plus diffus à Yves-Blanc parce que le bassin est beaucoup plus grand, donc c'est plus compliqué Il y avait un vacarme à Venelle qui était assez incroyable en Coupe d'Europe, en championnat. Moi, je me rappelle du 12-4 contre Marseille, où à la fin de la troisième période, il y avait 10-1. 10-1 c'était lunaire parce que c'était déjà les Vernou, Camarasa, Vukicevic, enfin, ils avaient l'équipe Djurdjic et tout ça. Et je t'avais dit: «Regarde bien le tableau d'affichage, profites-en parce que je crains que ça ne dure pas à terme parce qu'ils vont forcément finir par se réveiller». Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est, je sais que tu es un affectif. Est-ce que tu appréhendes ce moment où il va falloir que tu ailles t'asseoir dans les gradins et non plus sur le banc lors de ton premier match, de la saison prochaine? Est-ce que tu as cette appréhension et ce petit pincement parce que c'est quand même une page qui se tourne, même s'il y a une autre page à écrire, mais ce truc de te dire: «Mince, je suis pas assis au bon endroit là». Je vais revenir, en 2 temps, sachant que l'émission va pas durer, non plus, elle a duré assez longtemps. Premièrement, Venelle, je pense qu'on a fait, l'erreur l'année où on gagne 12-4 de faire les finales à Yves Blanc. Ça nous a déstabilisés et je pense qu'on aurait pu être champion aussi cette année-là parce que l'équipe était meilleure que celle de l'année d'avant. Mais on a lancé, le champion project un petit peu. En tout cas, la première campagne européenne, ça a été Venelle et ça a été le début d'une grande histoire. Et depuis, le PAN est resté sur le haut de l'affiche depuis cette période-là. Je pense que ça a été déterminant. Et pour, répondre à ta dernière question, oui, je suis un affectif, donc j'ai déjà un petit pincement. Je le vois aussi, dans mon quotidien. Ma gestion est un petit peu différente, mais c'est parce que je suis un affectif que j'arrête, parce que la plus grande des affections va pour mes enfants. C'est une très belle réponse. Pour finir cet épisode, Alex, donc il y a une saison à terminer. On souhaite au PAN le meilleur pour finir ce championnat et que peut-être, en fonction de ses résultats, ou enfin, quel que soit le résultat, peut-être on pourra faire un nouvel épisode qui retracera ta dernière saison en tant qu'entraîneur principal, même si moi je pense que dans un petit coin de ma tête, j'exclus pas un petit retour dans quelques temps. Parce que je pense que ça te manquera trop. Oui, on peut, quand mes filles auront plus, besoin que je sois là tous les soirs, elles me diront plutôt: «Ah papa, si tu veux pas nous laisser tranquilles, barre-toi». Peut-être que je ferai une sœur Alex Ferguson et qu'on me verra, revenir à la tête du système. Mais ça voudrait dire
que les 2 personnes en qui j'ai confiance auront partiellement échoué et je ne leur souhaite pas. Pas forcément, pas forcément. Ça peut être aussi un moment de voilà, toute ton envie, peut-être pas au pan d'ailleurs, mais Oui, l'envie de revenir au bassin. qui sait, maintenant je suis un amoureux du pan et je me vois mal transposer cette liberté ailleurs parce que je pense que j'aurais pas les coudées franches. Comme là, je les ai eues. Des fois, c'est une recette miracle, c'est une somme d'ingrédients qui se sont bien mariés sans qu'on s'y attende. Et je pense que c'était un petit peu le cas du pays d'Aix-Natation. Je n'étais pas prédestiné à devenir quelqu'un dans le paysage politique français qui est presque permanent et incontournable, du moins sur cette période-là. Je suis le seul de haut niveau à jamais avoir été international véritablement, si on compte Florian, qui, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui, parce qu'il n'a pas été international, il a réussi à transfigurer les choses. On verra ce qui se passera par la suite. Pour le moment, je souhaite tout le meilleur à cette équipe-là. C'est vraiment important, qu'ils aient ma confiance. Parce que avoir la défiance de son propre directeur sportif et y mettre mon ego, si je le mettais là, je le mettrais à la mauvaise place. Ça serait terrible et ce serait une très mauvaise idée, mais non, je souhaite vraiment qu'ils réussissent. Je ne vais pas faire une Koscielny et dire: «Ah, j'espère qu'ils vont un petit peu se rater», même si je peux comprendre ça, mais je ne le ferai pas. Donc, on verra et puis on verra quelles vont être mes missions. J'ai envie de continuer à aider la France et les jeunes Français à se développer. J'ai des campagnes cet été avec l'Euro jeunes. J'ai l'envie très forte de pouvoir réaliser un rêve, c'est de faire une finale contre le Cercle des nageurs de Marseille. Marseille-Aix-en-Provence pour ma fin de carrière. Ça serait juste extraordinaire pour moi. Même si je suis assez conscient de ce que réalise Marseille. Et d'ailleurs, vraiment, chapeau bas, c'est extraordinaire de voir ça. Et en plus, je pense ils peuvent devenir meilleurs encore dans les années à venir, dans leur gestion du quotidien, des effectifs. Ils peuvent attirer de plus grands noms, ils peuvent vraiment aller encore plus haut et pourquoi pas des médailles, et pourquoi pas même un titre en Champions League. Je pense qu'ils ont passé une surmultipliée, une organisation où je sais qu'on les a un petit peu inspirés aussi à notre humble niveau et ça c'est et qu'on les a tellement perturbés à l'époque. J'ai beaucoup souri au podcast de Frédéric Audon, qui est un ami. Le fait de les avoir déstabilisés, ça leur a permis de se réveiller un nouveau projet. Et en fait, c'est ça la rivalité, c'est ça qui est intéressant et c'est ça, je pense, qu'il faut essayer de cultiver. On peut être dans l'animosité de l'instant, la rivalité sportive, mais d'être dans aller chercher chez les uns et chez les autres de belles choses pour pouvoir grandir. Là, ça sera le mot de la fin. On pourrait faire plusieurs épisodes, qu'on aurait encore plein de choses à dire. En tout cas, merci Alex d'être venu à ce micro. On vous souhaite bonne chance pour la fin du championnat et à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Merci à vous et puis force à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Merci, ciao. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.